Mesdames, Messieurs, bienvenue à Sur la terrasse. Notre mission pour les 60 prochaines minutes sera de vous faire profiter de l'été dans votre cour aux alentours. Non, bien grand. Sur notre barbecue, on grillera des brochettes libanaises et arméniennes. Talons hauts, oui. Oui, c'est Talons ça, hauts. On vous fera découvrir une chasse au trésor high-tech. On reçoit un ami, justement, de Jézabel, Emmanuel Auger, qui est comédien et instigateur de l'Autiste Show 2013. On voyagera dans le temps avec l'humoriste imitateur Martin Dubé. On verra pourquoi les milieux humides sont importants, et je ferai pas de blague là-dessus. Non, on s'en passait, Oui. on parlera d'herbes fraîches. Oui, et puis on visitera aussi une fromagerie qui se spécialise dans le fromage de chèvre. Prendre soin de soi sous le soleil. C'est important. Un hein? must. Et puis, on va trinquer à la fin de l'émission avec une boisson à base d'anis. Alors, sortez vos chaises de jardin et joignez-vous à nous sur la terrasse. Notre chef invité aujourd'hui est chef et propriétaire du restaurant Roubi à Laval, un restaurant de spécialité libanaise et arménienne. Vahe Tejirian, merci d'être avec nous, Vahe. Merci, Eric. Alors, ce sont tes outils de tous les jours parce que tu cuisines au charbon de bois, toi. Exactement. Qu'est-ce que tu vas nous préparer aujourd'hui? Des brochettes de poulet marinées avec de l'ail, des épices et des brochettes de filet mignon. C'est quoi la différence entre la cuisine libanaise et arménienne? La cuisine libanaise et arménienne, les épices, c'est différent un petit peu. Et la manière de préparation, c'est différent comme goût et comme de saveur. Plus prononcé, quoi? C'est pas vraiment des affaires que les épices, ça donne plus le goût de la marinade de filet mignon et de poulet. Pour ce qui est de la marinade, est-ce qu'on fait ça longtemps à l'avance? Parce que moi, je prépare ça, quelques heures avant, mais c'est trop Non, court, ça. c'est la manière, il faut avoir à peu près 24 heures avance de marinade pour absorber toute la viande et ça donne plus juteux. Tu cuisines chez toi? Jézabel, as-tu C'est le une temps? autre question, Eric? Non, mais je veux juste savoir si tu as le temps de cuisiner, parce que... Oui, mais moi, j'achète toutes mes marinades en pot. Est-ce que vous, votre marinade, vous la faisiez vous-même? Oui. Est-ce que vous la commercialisez? Excusez, ça vous calme. Non? Non, Même pas pour des vraiment. bons amis? Oui, sûr et Ah non. certain. On vous prépare déjà les brochettes aussi sans vous faire fatiguer aussi. Ah, ben tu vois, fait que c'est pour ça que c'est mon ami, moi. Mais tu connais le restaurant, toi? Oui, moi, je suis déjà allée à quelques reprises. C'est délicieux. Je pourrais pas Pouvez-vous nous rappeler l'adresse exactement? 3268 Saint-Martin-Ouest. Et voilà. Qu'est-ce que tu as mangé quand tu as été au restaurant Roubi? Des brochettes. Des brochettes. Oui. C'est la spécialité de la maison, ça? Oui. Oui. Absolument, le poulet et le filet mignon, c'est vraiment une spécialité de la maison et plus avec les entrées, les mésas aussi. J'ai remarqué que la cuisine libanaise et arménienne se ressemblent beaucoup en termes de plats. Il me semble que... Comment est-ce qu'on fait les nuances, à part, bien sûr, les épices dont on parlait tout à l'heure? C'est presque pareil. Toutes les Méditerranéens, les gens, les peuples de Méditerranée, ils mangent toutes presque pareil, mais ça change le goût seulement entre les Libanais, l'Arménien ou toutes les sortes des autres pays aussi. Puis tu cuisines au charbon de bois. Oui. C'est rare quand même encore aujourd'hui parce que ça demande des installations assez extraordinaires. maintenant. C'est vraiment parce que vraiment le charbon de bois, ça donne le goût et la saveur de la viande. Puis toi, avant, tu étais pâtissier. Oui, je suis un chef pâtissier et tout d'un coup, le domaine est changé. OK, vraiment un revirement. Oui, on est dans le domaine de cuisine. Mais tu me disais tout à l'heure que le fait de cuisiner au charbon de bois, au niveau de ta viande, il y a vraiment une grosse différence comparé à un four normal ou un barbecue standard? Oui, parce que comme du charbon de bois, ça donne plus le goût et ça fait cuire la viande vraiment tranquillement et ça reste tout le jus dans la viande et ça donne la saveur. Donc, c'est moins sec. Moi c'est souvent ça. Exactement. Mon problème, c'est tout le temps sec. Moi, je cuis trop longtemps les viandes. J'ai la difficulté à bien doser. Particulièrement, je te dirais, bon, le poulet, c'est sûr qu'il faut qu'il soit assez cuit quand même. Oui, Puis la viande, pas trop. la manière, il ne faut pas faire cuire vraiment parce qu'il faut changer la barre d'un côté à l'autre de temps en Mais ça, je temps. fais ça. Je tourne mes grillades, je tourne mes brochettes. Mais ça prend des spécialités hein, C'est des pour ça fois. qu'on va au restaurant Roubi, hein, c'est juste. Exactement. Veux-tu nous commencer ça puis nous montrer Sûr et donc, un certain. petit cours 101 de comment est-ce qu'on cuit des brochettes à Voilà. la façon libanaise et arménienne, et même en général, là? C'est la première fois que tu cuisines sur un barbecue Oui, comme c'est ma celui-là? première fois parce que je ne suis pas habitué avec ça. C'est ma première fois, mais ça donne le même goût, le même saveur parce que je sens déjà que c'est comme Moi, je t'ai étouffé le avec charbon. avec la fumée comme depuis tout à l'heure. Et au niveau du temps de cuisson, ça va être la même chose que
qu'à votre restaurant? Oui, c'est sûr et certain. OK. Ça sent déjà bon, hein? Ben oui, moi, c'est la marinade du poulet qui a l'air très, très... Est-ce que c'est un peu épicé ou pas du tout? Non, Pas du tout. pas du tout. Donc, la cuisine libanaise et arménienne n'est pas très épicée. Mais il y a les Arméniens, ils aiment vraiment manger les épices, absolument les piments. Les petits piments, en fait. Piment fort? Les piments forts ou la pâte de piment aussi. C'est épicé, mais c'est pas tellement fort. Les gens, on fait les moyens, nous autres. Et s'il y a des gens qui demandent plus épicé, on donne les épices à côté aussi. Et ça va prendre combien de temps? Parce qu'avec ce four-là ou ce barbecue-là, c'est un peu différent de ce que tu fais. Ça prend à peu près 8 à 10 minutes. OK. Fait qu'on va te retrouver tout à l'heure. Ça nous fait plaisir. OK. Bon, on continue l'émission, puis on jase un petit peu plus tard avec, justement, Veille du restaurant Ruby. Merci beaucoup. Merci. Qui n'a jamais fait de chasse au trésor? Bien, aujourd'hui, on vous en présente une qui sort de l'ordinaire. Connaissez-vous le géocaching? Bien, pour en connaître davantage, on reçoit aujourd'hui Sébastien Lewis. Comment est-ce, Seigneur Lewis? Muy bien, muy bien. Et oui, aujourd'hui, on parle de géocaching. La première fois que j'ai entendu parler de ça, c'est à Pâques dernier, il y a à peu près un an. Ma petite cousine, j'y avais organisé une petite chasse au trésor, puis elle m'a dit « Ah, ça ressemble à du géocaching. » C'est quoi ça? Je suis allé fouiller et j'ai vu que c'est exactement ça. C'est une chasse au trésor, mais qui se fait avec un GPS. OK. Donc, comment ça fonctionne? C'est monsieur et madame tout le monde. N'importe qui peut aller cacher des trésors partout dans la nature. Et puis, à ce moment-là, ils vont inscrire les coordonnées de leurs trésors sur Internet. Donc, il faut avoir un accès à Internet également. Il faut avoir un accès Internet. OK. Donc, on va sur le site Internet. On peut aller télécharger l'application sur le site de geocaching.com. Et puis, à ce moment-là, on inscrit les coordonnées d'une cachette qui se trouve à proximité de où est-ce qu'on est. Sébastien, je vais Oui. t'arrêter. Juste une petite question. C'est pas tout le monde qui a des GPS, puis encore moins portatifs. Si j'ai pas nécessairement les sous pour me le procurer, est-ce que mon téléphone intelligent serait une bonne alternative? Oui, bien, les téléphones intelligents doivent avoir un accès à Internet pour pouvoir télécharger l'application. OK. Et puis, une fois qu'on navigue avec le GPS, on a des informations aussi qui doivent être transmises via Internet. OK. Donc, c'est important. Mais sinon, on peut aller juste sur le site et prendre les coordonnées, l'inscrire dans notre GPS et ensuite, on part. Là, on n'a plus besoin de téléphone mobile. On part à la recherche du fameux trésor. Et, Il peut être à peu près n'importe où. là. n'importe où. OK. Il y en a à Laval, on dit qu'il y en a à peu près plus de 300 qui seraient cachés. Dans le monde, il y en a à peu près 2 millions qui sont actives Ah, c'est présentement. mondial, C'est mondial, oui. cette chasse au trésor. Oui, parce que géocaching, géo qui vient de planète et caching, la cachette. Donc, chasse au trésor géographique. Et puis, donc, une fois qu'on part avec notre GPS et qu'on se rend à l'endroit de notre cachette, c'est sûr que les GPS n'ont pas une précision parfaite. Hein. Une fois qu'on se rend à l'endroit, il y a un petit périmètre où on doit vraiment user de stratégie pour essayer de trouver, parce que ça peut être caché dans des arbres, sous une roche. C'est sûr, si on ne trouve pas, il y a toujours un petit indice qui vient avec la cachette. Donc, quand on sélectionne l'endroit où on veut aller trouver notre trésor, il y a un indice. On a le choix de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser. Des fois, ça peut être utile. Une fois, je suis allé dans une forêt, mon indice, c'était « c'est situé près d'un arbre ». Donc, on voit que C'est assez large comme indice, oui. OK. Donc, une fois qu'on a trouvé le trésor, à l'intérieur, qu'est-ce que ça contient? Ça va contenir n'importe quoi, un petit jouet, une petite bébelle, ça peut être des autocollants. Ça va être quelque chose qui n'a pas une très grande valeur parce qu'on va se le dire, quand c'est en public, quelque chose qui a une grande valeur, ça ne ferait pas long feu. Mais si c'est quelque chose qui me plaît, est-ce que je peux partir avec? Oui, on peut prendre l'objet. Il y a une seule règle en géocaching. Si on prend quelque chose, il faut remettre quelque chose à l'intérieur de valeur égale ou supérieure. OK. Et ce que je remets à l'intérieur, est-ce qu'il y a des trucs que je dois éviter? Oui, ben c'est des choses périssables. Je ne conseille pas de mettre de la nourriture. Non, pour les animaux et pour Oui, ceux et pour qui les vont le animaux trouver. aussi, des objets dangereux. L'important, c'est de mettre quelque chose qui a plus une valeur symbolique, juste pour qu'on soit content d'avoir trouvé l'objet. OK. Puis, qu'est-ce que ça va contenir aussi? C'est un petit journal de bord où est-ce qu'on écrit notre nom. Donc, c'est important de traîner avec nous un crayon pour écrire notre nom, la date, pour que les gens sachent qu'on est déjà passé par là. OK. Quand tu fais cette chasse au trésor-là, tu n'es pas nécessairement... Si tu me dis c'est mondial, c'est géographique, donc ça veut dire que je peux la faire en motoneige, je peux la faire en 4 roues, à vélo, à bateau.
Oui, bien, il y a pas de limite. plusieurs cachettes disponibles, tous à des endroits différents. Et c'est ça la beauté de ce jeu-là, c'est que ça nous permet d'aller découvrir des endroits qu'on ne serait pas nécessairement allés. À Laval, il y en a dans le parc de la Rivière-des-Mille-Îles, au Centre de la nature. Ça nous permet de faire une activité, d'avoir un certain but, en fait, aller faire une activité physique. Parce que des fois, on se dit, bon, je vais aller marcher, ça peut être démotivant, mais là, c'est motivant parce qu'on a une certaine quête. Puis il n'y a pas de frais. Il n'y a pas de frais à ça. On peut y aller à vélo, on peut y aller en auto si c'est très loin. Si c'est dans le nord, on peut y aller en motoneige. Et puis, ça te permet, puis c'est vraiment pour tous les âges. Hein, les ça s'adresse jeunes, aux tout petits comme aux personnes plus âgées. Oui, les plus jeunes sont très habiles maintenant avec les téléphones intelligents, les GPS. Oui. Alors, Effectivement. Voilà. Donc, ça s'adresse vraiment à tout le monde. C'est une activité à faire en famille. Et pour prendre l'air, c'est excellent. Et pour les gens à mobilité réduite, est-ce que c'est possible aussi? Oui, bien, il y a des cachettes qui sont situées plus proches, plus accessibles. Il y a des difficultés aussi qu'on peut sélectionner sur Internet. Alors, je pense que ça peut être pour tout le monde, oui. Fait que c'est quelque chose que tu recommandes pour activité familiale à faire à peu de frais? Oui, je le recommande absolument. Tu l'as fait? Je l'ai fait moi-même. Je l'ai fait très dernièrement pour me remémorer. Puis j'en fais une. Finalement, après en avoir trouvé une, je me dis, bon, il y en a une pas trop loin. J'en fais une deuxième. Non. Finalement, j'en mets 203, j'en mets 304. Je m'inventais des expressions pour continuer à en chercher. Bien, merci. Donc, Ben, un gros merci. On se revoit la semaine prochaine, Sébastien. Oui. À la Ben, prochaine. merci, à la prochaine. Son chemin de vie l'a mené vers une carrière de comédien, mais aussi une mission plus personnelle, celle de s'occuper des gens atteints d'autisme. Pour nous parler de l'Autiste Show 2013, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Auger. Emmanuel, ça fait combien d'années, l'Autiste Show, là? Ça fait la 11e année cette année, mon beau Éric. Wow. Très fier d'avoir duré autant parce qu'après ma barre, moi, je le faisais au début pour aider ma sœur. Alors, j'ai dit, on va faire ça une couple d'années pour être capable de l'aider dans... Ta sœur qui a un enfant. Oui, ma sœur qui a un enfant autiste qui a aujourd'hui 17 ans, Eliane qui a 17 ans. Et puis, j'avais toujours promis à ma sœur, j'avais toujours dit, le jour où je vais être reconnu moindrement, je vais t'organiser un spectacle, je vais t'aider. Parce que ces gens-là sont laissés à eux-mêmes. Puis les monoparentales de 2 enfants. Puis 11 ans, on connaissait l'autisme, mais à peine encore. Ah, même encore. Il y a tellement à découvrir sur l'autisme. C'est que l'autisme est devenu tellement un fléau. Parce que jadis, quand j'avais commencé, on parlait d'un enfant sur 220, 230. Et aujourd'hui, on parle d'un enfant sur 80. Mais voyons Et donc. un garçon sur 55 à peu près, le prorata, qui naît de l'autisme, parce que le pourcentage est plus élevé au niveau des garçons que des filles. Donc, on peut peut-être présumer que c'est des causes environnementales. Il y a quelque chose. Je veux dire, il y a quelque chose qu'on Je boit, pense que qu'on même mange. les spécialistes sont en train de se tirer la couverte chacun. Il y en a qui ont dit c'est au niveau, bon, c'est le père qui a les gènes, non, c'est la mère. Il y a eu, à un moment donné, c'était les vaccins, le mercure qu'on trouvait dans les vaccins, parce que nous, on est d'une génération survaccinée, tout ça. Honnêtement, je ne le sais pas. Aujourd'hui, on s'est aperçu aussi, c'est qu'avant, l'autiste était simple. C'était moyen, léger, moyen, lourd. Aujourd'hui, il y a plusieurs sous-groupes d'autistes. On parle des TED, on parle des Asperger. Et dans tous ces niveaux-là, il y a Asperger léger, moyen, lourd, autiste léger, moyen, lourd et tout ça. Alors, on a créé des niveaux d'enfants autistes. Alors, il y en a qui sont capables de fonctionner très bien. Malheureusement, il y en a d'autres qui fonctionnent moins bien. Parle-moi de ta nièce, Eliane, qui est rendue à 17 ans. Est-ce qu'on progresse? On améliore l'état. On peut jamais guérir. C'est pour ça que les gens, souvent, ils appellent ça une maladie. Ce n'est pas une maladie. La grippe est une maladie, on peut la guérir. À l'occurrence, le cancer est une maladie. On peut le guérir. L'autisme, c'est un syndrome, c'est un état. Alors, on appelle ça le syndrome de l'autisme. Mais est-ce que c'est figé? On peut symptôme? améliorer l'état. Entre autres, je vous donne un exemple. Pierre-Olivier Leboeuf, qui est un jeune autiste, qui est notre DJ depuis le début, qui est avec nous. PA a commencé en étant probablement, on pouvait considérer comme un autiste moyen, de moyen à lourd. Et aujourd'hui, c'est léger. PA fonctionne très bien. PA discute avec les gens parce que l'autiste est un problème de communication et de sociabilisation avec les autres. Ce sont des enfants qui, souvent, s'enferment dans leur petit monde, dans leur bulle. Ouais, absolument. Et puis, l'important, c'est de sortir l'enfant de sa bulle. Le problème avec l'autiste, comme je compare avec Eliane, c'est que ma sœur l'a appris sur le tard. Et pour sortir un enfant de son état, on parle de 2 à 6 ans. Si de 2 à 6 ans, on n'a pas travaillé pour le sortir, l'enfant va vraiment rentrer dans sa bulle, puis ça va être très difficile. Plus les années avancent, plus c'est difficile de sortir de sa bulle. Alors, c'est pour ça qu'il faut prendre l'enfant en bas âge et le stimuler. C'est de la stimulation constante. Toi, ton show, l'Autiste Show, tu récoltes de l'argent et cet argent-là va servir à quoi, au juste? On donne ça à la fondation qui est Action Autiste. C'est une fondation qui a été fondée par 4 mamans d'enfants autistes qui avaient un besoin et qui ont parti parce que les fondations
pour les gens qui aident les autistes, c'est très territorial. On parle, tu sais, on parle, la Fondation Autistes Laurentides, bien, ils couvrent les Laurentides. On parle de la Rivière-des-Belle-Îles, Joliette, Oka, Mont-Laurier. À l'extérieur de ça, on fait plus partie du territoire, il faut demander. Alors, c'est très territorial. Action Autistes, eux, ils n'ont pas de barrière, ils n'ont pas de limite. Mais ils servent de cet argent-là pour aider. On aide directement les parents qui font des demandes. Je vous donne un exemple rapide. Une maman apprend qu'elle a un enfant autiste et elle reste à Mont-Laurier. Elle n'a pas moyen de transport. Elle a des traitements à Montréal, à Sainte-Justine. Elle a 10 traitements pour son enfant autiste ou 10 visites avec des psychologues pour évaluer le cas. Elle n'a pas de véhicule, elle n'a pas de moyen de transport. Elle fait une demande à Action Autiste. Action Autiste se renseigne. Le prix entre Mont-Laurier, Montréal, aller-retour, elle a besoin de 10 visites. Ça coûte tant. Appelle la compagnie de taxi, font une entente avec la compagnie de taxi, envoie un chèque à la compagnie et la dame a 10 bons pour aller-retour à Mont-Laurier-Montréal. C'est un exemple parmi tant Donc, d'autres. c'est des services directs. L'argent que tu vas avec le chercher, ça aide les gens directement. Directement aux familles d'enfants autistes. Parle-moi de ton édition 2013 de l'Autiste Show. On en est très fiers. C'est là, je le répète, c'est la 11e année, toujours animé par le roi des ondes, Mario Lirette, qui est avec nous depuis très longtemps. Juste lui, c'est un show. En soi, Mario est un spectacle, juste lui, tout seul, mais on a des artistes incroyables qui nous suivent à chaque année. Cette année, on a Marie-Chantal Toupin qui est avec nous depuis plusieurs années. Marie, c'est mon ange. Elle est tellement gentille, Marie. C'est tellement une bonne fille. Caïn, qui se joint à nous cette année pour la première année. On a David Jalbert, qui est pour sa 2e année. On a Andy Duquette de La Voix. Les gens l'ont connu dans l'émission de La Voix. Extraordinaire, une voix magnifique, tellement de talent. Danny Bédard, qui s'est joint à nous. Danny, qui a montré un intérêt. C'est lui qui a appelé en disant « Je veux faire partie du spectacle ». Et c'est ce que je trouve le fun. Marco Cagliari, nouveau de cette année. On a Stage Lacroix qui fait partie du groupe Maison, qui est le Post-Mortem, qui est le groupe Maison qui accompagne les musiciens. Nick Payne, le magicien de la guitare, Nick Payne. On a Joe Bocan qui est avec nous. On a Brian Tyler, qu'on a connu dans La Voix aussi. On a le groupe Sans, qui va être là aussi cette année encore avec nous. Et on termine avec Kisses, qui est le seul groupe au Québec qui ont les droits de faire un tribute, un hommage à Kiss. Alors, ils sont habillés comme Kiss, la pyrotechnie, le feu qui sort de leur bouche, c'est vraiment impressionnant. Et d'autres surprises. Alors, c'est un spectacle là, de 4-5 heures. Ah, oui, les gens se présentent à 8h30, c'est le début du spectacle, et ça continue comme ça jusqu'à minuit 30, là, facile. Ça a lieu à l'Aréna de Blainville. De Blainville, l'Aréna de la ville de Blainville. Donc, c'est le samedi 8 juin, tu l'as dit, à partir de 20h30. Oui. 1009 rue de la Mairie à Blainville, mais ça se trouve facilement. Là, effectivement, on google ça, mais les gens qui veulent avoir des informations, oui. Vous faites le www.autisteshow.com www.autisteshow.com et vous allez avoir toutes les informations, comment se présenter. Il y a des spectacles aussi disponibles, les gens qui veulent venir souper. C'est-tu 100$, c'est ça que j'ai C'est dit? 100$ comprenant le spectacle et le repas dans une zone VIP. Puis je mentionne que juste le repas coûte 50$. Alors, je ne fais pas de sous vraiment avec le repas. C'est pour que les gens puissent venir d'avance, s'asseoir. C'est Daniel Choquette Traiteur. C'est un repas gastronomique 5 services. C'est magnifique. Sinon, il y a des billets à 40$ pour les adultes. Pour les 16 ans et moins, c'est 20$. Et comme il l'a dit, c'est autisteshow.com. Sinon, on peut appeler au 965-2281 dans le 450, 965-2281. Puis toi, on va te voir dans un film bientôt. Ben oui, avec ta Isabelle. J'ai Isabelle Drolet. On va travailler avec Michel Jeté qui a fait Histoire de peine, Bum Rush. Un film qui s'appelle Burnout. On ne sait pas encore si ça va devenir un film, une télésérie, un site web. On part le projet et par la suite, on verra ce que ça va donner. Mais c'est tout un projet. Merci, Emmanuel. Éric, je te remercie infiniment, mon ami. Plaisir. Puis bon Autiste Show 2013. Merci. Puis Isabelle t'attend là avec Joseph. Parfait. Merci. On invite les gens à venir nous voir. C'était Emmanuel Auger. On va lui donner une pause parce que c'est rare qu'il ne se retrouve pas au fourneau en ce moment. C'est son épouse Teresa, justement, qui est en train de préparer les brochettes. Je suis avec Vaeterigian, j'ai-tu bien dit? Oui. Ça va? Arménien. Arménien un jour, arménien toujours, c'est une culture que vous portez dans votre cœur, ça, Vae? Oui. On est né arménien, mais malheureusement, je suis né au Liban, mais on est tout le temps arménien. Comment ça a influencé la cuisine arménienne, justement? Parce qu'il y a eu des guerres, les génocides, et ainsi de suite. Est-ce que ça a eu une influence, justement, sur ce plaisir de se retrouver? Parce que des plaisirs, il ne devait pas en avoir beaucoup. Le plaisir est tout le temps là, mais c'est un peu difficile parce qu'avec les génocides qu'on a eu tout ça, les anciennes parents, ils ont vécu pas mal.
Mais ils ont donné pas mal à nous autres de rester et garder l'Arménie, le peuple arménien s'agrandit et les enfants s'en viennent arméniens aussi. Si je viens chez toi, puis tu m'invites pas seulement chez Roubi, mais chez toi, c'est vrai que la culture arménienne dit qu'on dépose tous les plats et on mange. Oui, c'est ça. Les Arméniens ou les Méditerranéens sont vraiment généreux quand ils vont manger quelque chose. La table, il faut soit vraiment pleine, pas mal de choses. C'est pas juste une assiette où il faut avoir pas mal de variétés et on prend un verre et on s'amuse avec le manger là. Où as-tu eu le goût de la restauration? Parce que, comme on le disait un petit peu plus tôt, tu étais dans la pâtisserie. Ça Oui. t'est venu comment, ça? C'était une passion dans moi quand j'étais petit. J'aimerais faire des manger. Quoi, c'était-tu les parents qui cuisinaient, tu les regardais, puis t'aimais ça ou quoi? Les parents ils cuisinaient. Moi, j'en avais l'intention quand j'étais petit et on était dans le camping des affaires. Tout le temps, j'aidais pour faire de la cuisine. Et tout d'un coup, ça donnait la passion d'avoir être dans la cuisine. Roubi, le nom de ton restaurant, c'est le nom d'une de tes filles, c'est ça? Oui, j'ai 2 filles et c'est le nom de ma grande fille. Quand on a un restaurant, on vit dans un restaurant. Hein? Donc, les enfants ont grandi dans le restaurant. C'est ça, Le exact. mariage de ton épouse qui est là. C'est ça. Mais dans le restaurant, c'est vraiment, il faut donner tout le temps, toute la passion, tout l'amour pour avoir le succès dans la vie avec le restaurant. Si je vais chez Roubi, je vais vivre quelle sorte d'expérience culinaire? Comme une expérience, vous voulez avoir vraiment, comme je parlais tantôt, vous voulez avoir vraiment une table pleine des entrées, le goût des épices, les goûts de libanais, arméniens et vraiment avec un service adorable. C'est vrai que c'est un peuple assez chaleureux quand même, et les Libanais et les Arméniens. La clientèle qui va chez Roubi, ce sont des gens principalement de ces ethnies-là ou pas? J'en ai de tout. J'en ai les Québécois, les Libanais, les Arméniens. Il y a pas mal de tout. Il y a les Grecs qui viennent aussi, mais plus c'est les Arméniens et les Libanais. Et l'orgueil culinaire des Arméniens, faire un plat, le meilleur plat que toi t'aimes de la cuisine arménienne, c'est laquelle? Le meilleur plat comme cuisine arménienne, c'est les grillades, sur certaines, et les entrées comme le hummus, les taboulés, les affaires, tout ça. Mais ça, c'est quand même tout libanais. C'est un mélange de libanais, tout ça. Un mélange de Libanais et Arméniens. Les Arméniens, ils ont pas mal les épices différents et le goût, c'est un petit peu différent. On a 2-3 sortes vraiment, c'est de plats arméniens. Ça s'appelle, comme le ravioli italien, ça s'appelle le mantı. Ça, c'est vraiment un typique arménien. Ça fait comme un ravioli avec la sauce de yogourt. Bon, j'ai faim. On va manger tout à l'heure, Veille. Ça nous fait plaisir. Beau restaurant quand même, 120 places. C'est un grand restaurant. Oui, on fait des petites banquets, on fait des mariages, des petites baptêmes, des anniversaires et on sert les clients d'habitude à chaque jour. Alors, si vous cherchez l'adresse, elle va apparaître au bas de l'écran, mais je vais quand même vous la dire. C'est le 3268 Saint-Martin-Ouest, Chemédé à Laval, un endroit de grillade. Roubi, c'est le nom du restaurant. Veille, merci, on te retrouve tout à l'heure. Merci OK? beaucoup. C'était donc Veille Tégiriade. Notre prochaine invitée est la fondatrice et directrice d'une des plus réputées académies de coiffure au Québec. Nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau aujourd'hui de l'Académie de coiffure Sophia. Sophia, mon amie. Ben oui. Comment ça va, Sophia? Ça va très bien, toi? Oui, très bien, merci. Aujourd'hui, Sophia, on va parler de cheveux. Oui. Mais avant de parler de cheveux, on va parler de ton académie, de ton école de coiffure. Ben oui. Alors, je pense que tu en as deux. Une située à Laval. Oui, puis l'autre est situé à Westmount. OK. Oui. Puis les cheveux, pour bien faire ça, il faut aller à la bonne place. Ouais, j'imagine donc que c'est important que nos coiffeurs aillent dans une bonne école. Dis-moi, ce qui est de particulier et de différent, surtout avec ton école, c'est qu'on n'a pas besoin de prérequis. Exactement. Donc, l'Académie de coiffure Sophia est ouverte à tous les gens. Le prérequis qu'on demande, c'est d'avoir de la passion et de la bonne attitude. Okay. Avec de la passion en coiffure puis une bonne attitude, on peut faire n'importe quoi. Bien, ça, pas besoin de... Quand on dit juste la passion, ça veut dire qu'on s'entend pas besoin de secondaire 5. Exactement, parce qu'on est une école qui est entièrement privée. On n'a pas de prérequis académiques. Donc, quelqu'un qui n'a pas fini son cours de mathématiques ou un cours de français
quand ils étaient au secondaire, ben ils ne sont pas bloqués à notre académie. Ils peuvent venir quand même. Puis l'avantage qu'ils ont aussi, c'est qu'on est accrédité avec le gouvernement provincial. Donc, une fois que la formation finit, ils ont le droit à avoir, au niveau de l'impôt provincial, un crédit scolaire. OK. Fait que donc, c'est quand même ton école, elle est reconnue au niveau du ministère de l'Éducation. Oui. OK, parfait. Alors maintenant, si tu nous expliques, bon, ton école, le cours, il s'offre sur une base de 12 mois? Non, pas du tout. C'est un cours de 6 mois. OK. C'est très intensif. Puis aujourd'hui, tout le monde doit travailler. Tu sais, la vie d'aujourd'hui, c'est pas toujours évident de dire je vais me prendre un cours de coiffure, j'arrête de travailler pour 6 mois. Donc, nous, pour rédiger cette situation-là, on a demandé à nos anciens étudiants qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être encore mieux sur le marché de la coiffure. Et beaucoup de gens ont dit bien, des fois, le cerveau, au bout de 6 ou 7 heures, ça rentre plus. C'est même avant ça. Et même avant ça. Donc, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis c'est eux qui nous recommandaient de faire un programme qui est plus intensif. Intensif, on veut dire que chaque jour, 4 jours par semaine, on fait 4 heures de cours. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on ne perd pas de temps avec l'heure du dîner. Il n'y a pas de pause. Ils viennent, puis pendant 4 heures, on se concentre pour bien faire soit la coloration, les coupes, les mises en plis, les chignons, les rallonges, des coiffures de scène, tout ce qui est boucle, vintage. Donc, on regarde vraiment tout. Puis les étudiants sont vraiment motivés parce qu'il n'y a pas de perte de temps. Fait qu'en fait, qu'est-ce que tu me dis, c'est qu'on peut venir suivre un cours de 4 heures pendant la journée, puis aller vaquer à nos occupations ou même aller travailler. Fait qu'il n'y a pas de perte d'argent, pas non plus de perte de temps. Exactement. OK. Si je te parle, mais j'imagine, moi, je connais rien au niveau de la coiffure, hein, je fais comme tout le monde, je paie. Je pense que tu m'expliquais qu'à l'école, vous offrez le service de coupe, de mise en pli et de coloration avec tes étudiantes. Oui, exactement, parce qu'il y a beaucoup de gens, des fois, qui cherchent des endroits. Il y en a qui vont perdre leur job, puis ils cherchent une place. En salon, c'est quand même très dispendieux de faire une coloration. C'est pour ça que les gens vont dire, bien, je ne vais pas aller en salon, je vais aller plutôt m'acheter une boîte à la pharmacie. Oui, et on voit souvent le gâchis, oui. Oui, exactement. Mais le luxe qu'on a à l'Académie, c'est plus que c'est des étudiants. Notre but premier, c'est de les faire pratiquer avec un superviseur. Okay. Donc, on a des prix qui sont très, très abordables. Donc, on parle d'environ un 17 taxes incluses pour une coloration professionnelle. Oh, OK. Puis ça, je veux dire, 17 on parle d'un cheveu court, par exemple? C'est sûr, si on prend quelqu'un a un cheveu très épais, puis on ajoute, on avise toujours en avance, puis il y a peut-être un 5 de plus, tout dépendant du nombre de tubes qu'on prend. Mais on garde ça vraiment abordable parce que le but premier, c'est d'être occupé. Comme ça, les étudiants, ils ont beaucoup de pratique avec la clientèle. Bon, puis le tout est supervisé, donc on peut avoir le même résultat qu'en salon, mais à un prix beaucoup moins élevé. Exactement. Donc, c'est sûr qu'on fait du très beau travail. Parfait. Au niveau de tes cours, bon, tu as le cours de coiffure, mais j'ai vu aussi que tu avais le cours de maquillage. Oui, et on a le cours de maquillage aussi, qui est soit pour les gens qui veulent travailler dans le milieu professionnel, ou soit, des fois, on a aussi des petits parties de filles qu'on va avoir 3-4 personnes qui vont venir, 3-4 amis, puis qui vont apporter tout leur maquillage, puis on va regarder qu'est-ce qu'ils ont, comment l'utiliser comme il faut. Puis si jamais ils ont des questions au niveau souvent les ombrages pour les paupières ou des fois pour le teint, bien, on regarde c'est quoi les besoins. Fait que donc, le cours se donne pour les gens qui veulent en faire carrière, mais aussi pour monsieur tout le monde qui veut, monsieur tout le monde plus madame, qui veut apprendre à bien se maquiller. Madame pour monsieur. OK. Et juste avant de terminer, c'est un petit conseil pour protéger notre coloration cet été avec le soleil qui vient de faire son apparition finalement? Oui. C'est sûr que déjà, quand on a une bonne couleur professionnelle, ça aide. La couleur va rester plus longtemps dans les cheveux. Et deuxièmement, c'est vraiment les produits capillaires. Moi, je recommande fortement. Toutes les compagnies font des produits solaires. Donc, quand vous êtes en salon, regardez c'est quoi le produit solaire de l'année. Souvent, ça va être soit dans les L'Oréal, dans les Redken, dans les Wella, dans les Schwarzkopf, qui font des excellents produits. Puis le chapeau, c'est définitivement la loi numéro 1 quand on est au grand soleil. Bon, mais merci Sophia. On n'oublie pas ça, notre casquette, notre chapeau. Non. Et on peut prendre un bain de soleil avec la crème solaire, bien sûr. Ben oui, c'est ça. Passe un bel été. Ben toi aussi, merci beaucoup. Merci à toi. Ils sont utiles, indispensables et souvent en péril. On parle des milieux humides. Jean-Luc Bouchard, je te promets qu'on ne fera pas de farce. On va essayer, on va se retenir. Pourquoi tu nous parles de ce sujet-là, justement, Jean-Luc? Milieu humide, effectivement, je voulais vous en parler parce qu'ils sont, comme tu l'as dit, en péril. Puis, il y a une étude, en fait, qui est sortie en 2012. À chaque 2 ans, une étude que le Conseil régional de l'environnement de Laval fait pour les répertorier, tout ça.
puis pour savoir c'est quoi l'état des lieux, des milieux humides. Juste avant, pour peut-être vous orienter, c'est pas nécessairement évident de savoir Un qu'est-ce que milieu c'est. humide, c'est quoi exactement? Qu'est-ce Oui. que ça fait. Et non, effectivement, étant donné le sujet de l'émission puis l'heure de diffusion, on va se limiter. On va se limiter au. On arrête l'imagination, puis Ouais. on se limite à ce que tu dis. On va parler des étangs, dans le fond, Des ou les étangs. marais, tout ce qui est marécageux, là, donc des milieux entre le lac, la rivière, puis le terrain sec. Moi qui suis un pêcheur, j'en connais plein sur le bord de la rivière des Mille-Îles. Oui, il y en Et a. souvent, le problème, c'est que les gens construisent et ils empiètent sur ces Oui, milieux-là. c'est ça. C'est ça le danger, dans le fond. C'est ça le problème. Puis, parce qu'ils sont très utiles, en fait, il faut le dire. Là. On ne sait peut-être pas vraiment pourquoi, parce que on les voit plus comme un problème quand on construit que d'autres choses. Oui, mais ça a l'air pas propre. Ben, en fait, c'est comme une grosse éponge. Ça ramasse filtre. toute l'eau. Ben, c'est un filtre, dans le Ouais, fond. C'est à ouais. ça que ça sert, en gros. Ça va ramasser les eaux de pluie, ça va les filtrer aussi. Puis ça va aussi, toute la végétation dans tout ça, les racines vont venir solidifier le sol, puis surtout proche des rives, justement, Pour proche des l'érosion, berges. les problèmes d'érosion. Ça va éviter qu'il y ait de l'érosion. C'est pour ça qu'on ne veut pas non plus couper les arbres là, proche des rives pour éviter que tout s'en aille vers le fleuve ou vers la rivière. Et c'est un sujet qu'on connaît pas très bien, les milieux humides. T'as appris quoi, toi, par rapport à ça? Bien, plein de choses, dont les utilités aussi, puis aussi le fait que c'est vraiment des milieux de vie qui sont grouillants d'activité. Aussi, même à Laval, ça va avoir une faune puis une flore assez élaborée. Là, on parle de près de 300 espèces de végétaux, une cinquantaine nénuphars et d'arbres. les quenouilles. Oui, exactement. Il y en a qui sont envahissantes, il y en a qui sont moins. Là. Puis la faune aussi qui est vraiment abondante. Là. Bon, évidemment, on peut penser aux wawarons, grenouilles, mais ça peut aller plus loin que ça. Il y a vraiment des animaux, beaucoup d'oiseaux, des cerfs de poissons. Virginie, Énormément de poissons des aussi. poissons Mais tu aussi. dis des cerfs de Virginie Oui, qui vont s'approcher des marais, Ouais, des étangs, exactement. se nourrir, Pour j'imagine. se nourrir. C'est vraiment des milieux où il y a une grande biodiversité, d'où toute l'utilité de les conserver. Puis on fait quoi, justement, pour les conserver? Parce que ça doit être ça. Mais là, Ben, c'est dans un le fond. gros problème, en fait. Puis on l'a vu dans les nouvelles récemment, particulièrement pour Laval. Parce que le développement, il se fait très vite. Puis, en fait, ce qui s'est passé, il y a eu des directives au gouvernement, au ministère de l'Environnement, pour dire il faut qu'on essaye de régler ça un peu, c'est important, il faut les protéger. Sauf que des directives, ça n'a pas force de loi. Ça, c'était il y a Vous quelques faites si années. vous voulez, ce genre. Bien, plus ou moins, mais disons que la Cour, c'est à peu près ça qu'elle avait dit, finalement. Donc, qu'est-ce que le gouvernement a fait? Il dit on va faire une loi. En 2012, ils ont dit on va protéger les milieux humides. S'il y a un promoteur immobilier, mettons, qui veut en assécher un pour pouvoir construire, il va devoir compenser. Ce qui veut dire. Bien, soit donner de l'argent, soit protéger un autre milieu humide ou protéger un autre territoire tout court. Sauf OK. que là, ce que le Conseil de l'environnement de Laval dit, le Conseil régional de l'environnement, il dit c'est pas une bonne manière de fonctionner parce que là, on enlève un milieu humide Pour en créer un autre. pour en créer un autre artificiellement, mais qui Ouais. n'a pas nécessairement la même fonction que celui qu'on vient de détruire. Puis ça va très vite aussi, la destruction des milieux humides. En 2004, juste à Laval, on parlait de 350 dans ces eaux-là de zones Oui. de milieux Inondable. humides. Oui, parce Ouais. que c'est ça, en fait. Ils sont inondés une partie de l'année, puis pas inondés le reste. Et là, on a diminué de 40 On est à 175 à peu près Hey. milieux humides. Puis tu sais, en plus, avec les problèmes d'eau qu'on a ces dernières années, ben tous ces milieux-là, ça sèche. Et c'est là que ça crée, j'imagine, des occasions pour que des promoteurs empiètent un peu sur ces milieux. Ben, c'est ça. Ça paraît pas un Ben, il y a milieu ça humide quand et il est les pas enveloppes humide. brunes. là. Oui, mais là, ça devrait Ben, être réglé un peu. Mais c'est intéressant parce que justement, le CRE, le Conseil régional de l'environnement de Laval, a dit il faut qu'on en parle à la commission Charbonneau. Ça, c'était en 2012. Puis finalement, Ben, en tout cas, je pense pas que ça soit. Moi, je Ils sont pas la rendus suis, là, je la suis relativement. On est loin d'être rendu ils là ont encore. d'autres chats fouettés que celui-là, malheureusement. Peut-être que ça va venir éventuellement. Puis moi, si je suis, comment je te dirais, sensibilisé parce que tu viens de nous jaser ou que j'habite sur le bord de l'eau, je fais comment pour savoir si je peux protéger justement ça? Bien, c'est sûr que comme citoyen, on a une grande responsabilité à jouer ici parce que quand ils ont fait le répertoire là, pour savoir où est-ce qu'il y avait des milieux humides et tout, ils ont remarqué qu'il y avait beaucoup de... C'est pas seulement les promoteurs à qui Non, la c'est font vrai. très bien, c'est beaucoup aux citoyens aussi. Il y en a qui s'en servent quasiment comme d'ombre. Comme des potoirs. C'est ça, on avait vu il expliquait ça comme une substance métallique orangée. Dans le fond, c'est de la peinture. Et donc, Fait que il y les avait gens mettaient leur de peinture, la leurs peinture affaires. là-dedans, des pneus. Et donc, on peut ramasser pas mal d'affaires. Donc, l'idée, c'est vraiment de respecter soi-même l'environnement avoisinant dans lequel on vit, surtout si c'est un milieu humide, parce que c'est pas juste une place où les maringouins se reproduisent. Là. Il y a vraiment une Et les utilité petits à ça. crapauds, puis les cerfs de Ouais. Virginie, il faut y penser. Oui. Puis d'un autre côté, bien, avec le gouvernement, là, justement, le ministre Blanchet a dit qu'il va essayer de serrer la vis. Donc, on attend sûrement un projet de loi dans ce sens-là bientôt. Merci de nous avoir informés sur ce sujet qui n'a pas l'air important, mais qui l'est vraiment très important. Merci, Jean-Luc. Jean-Luc. Merci. C'est Jean-Luc Bouchard.
Mon prochain invité aurait pu être chanteur, imitateur et humoriste. Finalement, il a décidé d'être les trois à la fois pour notre plus grand plaisir. Martin Dubé, content de te revoir. Hey, ça fait des lunes qu'on ne s'est pas vu, ça se peut même pas. Ça fait même trop longtemps. On dirait que ça se peut quasiment pas. Ça te fait combien d'années dans le métier maintenant? 22, 23 ans déjà. Ouais, et puis j'étais là au début, moi. Vraiment Fait que au ça- tout début. Fait que tu vois que ça me rajeunit pas, moi non plus. Exactement. Tu nous arrives avec un nouveau spectacle qui a pour nom Time Machine. Oui, monsieur. Pourquoi l'anglicisme? Pourquoi pas machine à voyager dans le temps? Bien, c'est certain qu'on va utiliser les deux, mais étant donné qu'on a travaillé notre grand temps aux États-Unis et dans le Canada anglais, on a décidé d'arriver avec un titre anglophone. Plus accrocheur, peut-être. Ben, peut-être plus accrocheur aussi, ce qui se passe avec Grégory Charles, avec son vintage. Son vintage, t'as raison, c'est vrai. C'est vrai. Donc, on est prêt, bien pas prêt, mais on travaille vraiment fort pour arriver avec ce nouveau spectacle-là qui va commencer dans quelques jours, là. Donc, on est très fébrile, puis je suis vraiment très content de ce nouveau projet-là. Comment est-ce que tu fais pour bien doser à la fois, parce que je le disais, t'es chanteur, imitateur et humoriste. C'est-tu un tiers, un tiers, un tiers? Comment ça fonctionne dans tes shows? Bien, c'est certain qu'avec les années, j'ai comme réalisé que j'avais un côté assez fort du côté d'improvisation. Donc, on a peut-être grossi un petit peu le côté humoristique au fil des années. Mais non, je pense pas. Je pense que majoritairement, c'est vraiment le côté chanter-performance qui est à la base. On va vraiment axer ça même sur le nouveau spectacle parce que ça touche les gens. On arrive avec un spectacle vraiment émotif. On passe par plein d'époques. Oui, parce que tu pars de quoi? Des années 40 à peu près? Oui, exactement. Les années 40 jusqu'à aujourd'hui avec Maroon 5, on touche vraiment à tous les styles, que ce soit de l'opéra, du blues, du jazz, du rock. Et là, es-tu chanteur ou imitateur quand tu fais ça? Bien, les gens vont pencher plus vers le côté imitation parce que c'est certain que j'essaie de reproduire le plus possible la voix des chanteurs-chanteuses que j'imite. Mais c'est certain que c'est des performances chantées. Donc, tu sais, dans ce spectacle-là, pour la première fois, je vais chanter une chanson au complet avec ma voix. Ça t'est jamais arrivé? Non, ça m'est jamais arrivé. Ça arrivait souvent que les gens nous demandaient c'est quoi ta vraie voix, parce que étant donné qu'on passe par plein de styles musicaux, on nous posait cette question-là. Puis finalement, dans ce spectacle-ci, on a décidé avec Bruno Landry que ça se passait maintenant. Fait que c'est Bruno qui fait ta mise en scène? Là, on est plusieurs alentours. Bruno est surtout au texte. C'est certain qu'il va mettre son nez du côté de la mise en scène encore parce que lorsque j'ai commencé à travailler avec ce bonhomme-là, j'ai vraiment découvert une personne exceptionnelle. C'est premièrement un homme qui a du métier énormément. Il y a près de 40 ans de métier. C'est incroyable. Puis ça paraît aussi, il y a une éthique de travail phénoménale. Il m'a montré énormément. Puis là, avec Jacques Graveline, le nouveau gérant, on a vraiment une belle complicité. Il y a plein de gens qui travaillent sur ce spectacle-là. Puis je pense que c'est ça, on s'est dit qu'on ne mettait pas de titre à personne. Puis tout le monde ensemble, on arrive à ce que le spectacle soit le meilleur possible. Comment tu te sens? Comme un vieux débutant ou un jeune pionnier? Je sais pas comment te... C'est tellement bizarre parce que... ça te fait quand même quelques années dans ce métier-là encore déjà. C'est... Ce qui est particulier, c'est que avoir la chance de voyager comme ça, travailler surtout en anglais, quand je parlais pas un mot anglais oui, quand tu j'ai l'as commencé. appris, oui, absolument. Ça, c'est quelque chose dont je suis très fier parce que c'est vraiment pas évident lorsque tu commences un métier puis que tu n'es même pas capable de t'exprimer. C'est assez particulier. Donc, c'est pour ça de dire que, oui, effectivement, j'ai les années d'expérience en arrière de la cravate, mais c'est toujours quand tu reviens chez toi dans un spectacle francophone comme là, on va présenter, c'est toujours un nouveau défi. Puis, je peux pas dire que je me sens comme un vieux routier. C'est toujours... c'est tout le temps nouveau. Hein? Oui, on ne s'est jamais gagné, ce métier-là. Vous en savez quelque chose. Absolument. C'est à refaire à tous les jours. À tous les jours. Ça t'inspire une fille comme Véronique Dicker qui fait son show à Las Vegas, sûrement? Énormément, énormément. Elle a tellement de talent. Puis elle mérite pleinement ce qui arrive. C'est très agréable qu'elle ait la chance d'avoir une grosse machine comme ça en arrière d'elle. Parce que c'est avec des talents comme ça, lorsqu'on est bien entouré, bien, c'est certain que ça arrive où ça doit aller. Faut que tu me vendes ton show Time Machine en une phrase. Pourquoi il faut absolument que j'aille voir ce show-là? Une phrase, bien, c'est certain que c'est du divertissement pur. On passe par toutes les époques. Donc, il y a du Edith Piaf, du Maria Callas, il y a du Bon Jovi, il y a du Iron Maiden. On touche vraiment à tous les styles musicaux. Il y a un numéro dance qu'on arrive, parce que dans l'ancien spectacle, par la voix des airs, j'avais monté un numéro disco.
avec les plus grands succès. Et les gens, instantanément, lorsque ça commence, les gens se lèvent puis ça devient une grande discothèque. Donc, on voulait revenir avec ce thème-là, mais avec de la musique peut-être un petit peu plus up-to-date des années aujourd'hui. Donc, du Pitbull, Maroon 5, Mark Anthony. C'est toi qui chantes ça en plus. Ah oui, puis c'est tellement agréable, c'est vraiment bien fait, c'est bien mixé, puis c'est bien le fun. Je suis sûr que ça doit être très bon. Le 28-29 juin à Cowansville, à l'auditorium Massé-Vanier. Ensuite, le 11 juillet, M. est à guichet fermé. Merci ça, beaucoup. c'est au théâtre Marcelin-Champagnat. Mais sinon, il y a des représentations où vous pouvez avoir des billets les vendredi 12 juillet, samedi 13 juillet et lundi 27 juillet. Et puis, sinon, vous allez à stade-andré-mathieu.com, vous allez avoir les détails pour Exactement. marquer. Une belle salle en plus, hein? C'est tellement agréable. Absolument. Les gens sont pas vraiment au courant, mais cette salle-là, pour côté acoustique, T'as raison. là, c'est exceptionnel. Manquez pas ça, on a vraiment beaucoup de plaisir, puis croyez-moi, ça vaut la peine. Bon show, bon été, le mot de Cambronne, OK? Merci beaucoup. C'était Très Martin agréable. Dubé. Merci, Martin. Si vous aimez les fromages et plus particulièrement les fromages de chèvre, vous serez interpellé par ce prochain reportage de Martine Larose qui s'est rendue à la fromagerie du Vieux-Saint-François. Je me trouve en compagnie de Suzanne Latour, propriétaire de la fromagerie du Vieux-Saint-François. Depuis 1996 que la fromagerie existe, parlez-moi des propriétés au niveau du lait de chèvre. Alors, le lait de chèvre, c'est le lait qui se rapproche le plus du lait maternel. C'est pas la même protéine que le bovin. Donc, les gens qui sont allergiques à la protéine bovine n'ont pas ce problème-là avec le lait de chèvre. Le lactose, c'est le même sucre. Il y a du lactose dans les deux laits. Mais le lait de chèvre est beaucoup plus rapide à digérer que le lait de vache. On parle d'une demi-heure dans l'estomac pour la digestion, comparativement à 2 heures. Donc, souvent, les gens vont faire beaucoup moins d'intolérance au lait de chèvre qu'au lait de vache. Au niveau de la comparaison, au niveau du goût, est-ce qu'on peut retrouver la même chose à peu près? C'est un goût, quand le lait est frais, c'est un goût semblable. On met toujours en comparant un lait des alentours de 3 là. Si on va avec un lait crémé, là, on va voir une très grosse différence. Mais un lait entier, ça se ressemble un petit peu au goût. En vieillissant, le lait de chèvre, le petit goût caprin va se prononcer un petit peu plus. Puis si on le mélange avec le chocolat, je sais pas pourquoi, mais les arômes de chèvre sont un peu plus présents. Alors, une fois qu'on a fait de la traite, qu'est-ce qu'on fait avec le lait? Donc, il y a une partie pour le lait à consommer et l'autre partie, c'est quoi? C'est pour le fromage? Alors, c'est ça. Un coup qu'on a trait, le lait est dans un réservoir, refroidi tout de suite. Alors, à tous les jours ou aux 2 jours, le plus tard possible, ces 2 jours, 48 heures, on amène le lait à la fromagerie où là, on va faire le lait de consommation et une variété de produits. Et là, on parle du lait, le yogourt et une variété de fromages. Et là, vous allez nous présenter quelques fromages que vous avez. Alors, le Petit Prince, c'est un fromage crémeux à tartiner. C'est le fromage qu'on retrouve un petit peu plus fait un peu par toutes les fromageries. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de la transformation? On prend le lait et comment on le transforme pour devenir du fromage? Alors, on va le pasteuriser. OK? On fait des laits crus, mais nous, ce que je vous parle, c'est des fromages pasteurisés. Alors, on pasteurise, c'est-à-dire qu'on amène le lait au-dessus de 63 degrés Celsius pendant 30 minutes pour détruire malheureusement les bonnes bactéries, mais ce qu'on veut détruire les mauvaises s'il y en a. OK? Après ça, on refroidit le lait le plus rapidement et là, on va ensemencer de cultures bactériennes pour faire le fromage développer les bactéries dans notre lait. Après ça, on rajoute... les dessus pour en rajouter d'autres. Oui, avoir un bon contrôle. Mais, tu sais, ça, c'est vraiment... Ces règles-là existent, hein? C'est parce que c'est pas tout le monde qui fait attention à la propreté et la santé des animaux. Donc, c'est des bactéries qui sont contrôlées. Contrôlées, exactement. Ce sont des laboratoires qui font ces bactéries-là. Donc, on est sûr de ne pas ensemencer de mauvaises bactéries. Et lorsqu'on parle de fromage à lait cru, on prend directement le lait? Le lait, on ne le pasteurise pas et on travaille tout de suite notre lait. Est-ce que c'est plus facile ou plus difficile? C'est pas plus facile, plus difficile. C'est juste qu'on sauve des étapes. Mais dans le vieillissement de notre fromage, là, ça change des choses. On doit le conserver selon la réglementation un peu plus longtemps. On a une attention particulière parce qu'on veut être sûr que les bonnes bactéries vont avoir pris le dessus de peut-être des existantes pas bonnes. OK? Je suis pas sûre qu'il y en a des pas bonnes, mais ça peut arriver. Alors, on fait attention à ça. Donc, les bonnes bactéries prennent le dessus, puis ça va permettre de faire notre fromage puis d'avoir un beau vieillissement. Alors, il faut être en contrôle. Ça reste qu'on alimente une partie du Québec.
Les fromagères artisanales nourrissent pas tout le Québec. On a de l'industriel, mais il faut faire attention pareil à ce qu'on fait. Donc, oui, on peut faire des laits crus, on peut faire des laits pasteurisés. Donc, une fois qu'il est refroidi, c'est là qu'on vient ajouter les herbes ou l'arôme? Bien, les arômes, ça va être par la suite. Là, on a dit bactéries, présure. Là, on obtient un cahier. Là, on va le faire égoutter. On va le travailler selon les types de fromage qu'on veut obtenir. Et par la suite, bien, là, on va rajouter les épices pour agrémenter notre fromage. Qu'est-ce qu'on peut retrouver? Alors, dans les petits brins, c'est vraiment un fromage frais, nature, où on le roule dans différentes épices. Nous, on en fait avec de la ciboulette, des herbes de Provence, 5 poivres, ail et persil à l'oignon. Ce même produit-là, on le retrouve dans les bouchées d'amour, qui est le même fromage qu'on façonne en boule, qu'on conserve dans l'huile de pépins de raisin aromatisée. Alors, ce produit-là, il est distribué par Plaisir Gourmet, qui est un distributeur québécois qui ne distribue que des fromages d'artisans. C'est merveilleux, c'est un plaisir de travailler avec eux. Alors, ils font vraiment de quoi de bien pour nous, les transformateurs, là, les artisans. Après ça, de quoi je peux vous parler? Bien, le conventionnel fromage en grains. Alors, on le fait, mais avec le lait de chèvre. Puis, tantôt, on parlait des allergies, des intolérances. Bien, il y a des mamans super heureuses qui peuvent faire une belle poutine à leur jeune avec du chèvre sans avoir les problèmes des allergies alimentaires. Alors, ça laisse sa place. On comble tout le monde. C'est ça. Il y a le fleur de neige qui est un type feta, le lavallois qui est une croûte fleurie, un peu comme un camembert. Après ça, on a plusieurs autres fromages. Je pense au petit cendré, qui est un fromage beaucoup plus sec, salé, qu'on roule dans la cendre et qu'on laisse vieillir dans la salle des croûtes fleuries. Donc, il y a un petit peu de moisissure blanche qui se développe dessus. Alors, Madame Latour, merci beaucoup. Ce fut un grand plaisir. Puis on vous souhaite beaucoup de succès pour votre fromagerie. Bien, merci beaucoup. Au plaisir. De plus agréable que de cueillir ses herbes fraîches dans son jardin avant de cuisiner, bien, vous aurez compris qu'aujourd'hui, on parle de fines herbes. Allô, Louise? Allô? Comment ça va? Ça va très bien. Écoute, on est gâtés en herbes ce matin. Tu vas nous parler de fines herbes. Oui, on parle de fines herbes. Alors, allons-y. Tout d'abord, tu fais ton choix de quelle façon au niveau des herbes que tu vas planter? Bien, premièrement, on va choisir selon ce qu'on utilise pour la cuisine, parce que les herbes, c'est pour la cuisine, et aussi pour l'espace qu'on a ou comment on veut les cultiver, dans quel contenant qu'on veut les utiliser aussi. OK, ça, c'est des fines herbes qui vont aller en pot. De quoi on parle aujourd'hui, ou ça peut aussi aller dans un jardin? Ça peut aller dans un jardin. C'est sûr que les fines herbes, il y en a des vivaces, il y en a qui sont annuelles, et il y en a qui sont bisannuelles, qu'on appelle. Alors, c'est sûr que ceux qui vont prendre plus d'expansion, comme la menthe, la ciboulette, je vous suggère de les mettre en pleine terre et garder les pots pour ceux qui vont avoir moins d'expansion et qu'on utilise plus fréquemment. OK, allons-y alors. Alors ici, oui, bien, j'ai apporté aujourd'hui, moi, des fines herbes que moi, j'utilise beaucoup. Alors, on a le thym, on a la ciboulette, on a la basilic. Alors, ça, c'est des fines herbes qu'on peut utiliser très bien dans un contenant. L'important, quand on prend un contenant, c'est de choisir un contenant. Idéalement, moi, je travaille beaucoup avec le terre cuite, mais j'avais pas de terre cuite. Alors, j'ai pris un contenant de plastique qui convient parfaitement aussi. L'avantage, quand on utilise un terre cuite, un pot de terre cuite, c'est que la terre cuite va garder l'humidité à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui est bon? C'est que l'oxygène va quand même passer dans le pot et que nos fines herbes vont rester un peu plus belles. Je pense que ça permet que la plante ait un oxygène et le terre cuite va donner cet effet-là. Lorsque tu les mets en pot, est-ce que tu as besoin de mettre un engrais particulier pour les fines herbes ou Bien, maintenant, avec la terre qu'on achète, qu'on retrouve dans les bons centres jardins, la terre est toute préparée. Alors, quand on utilise la terre qu'on achète, il y a déjà dedans une terre qui est allégée. Alors, c'est une terre qui contient de la vermiculite à l'intérieur, qui permet de garder l'eau plus longtemps, qui réduit les arrosages et aussi il y a déjà du compost qui est intégré dans le terreau. Alors, juste en utilisant là, un bon terreau, nos fines herbes là, sont en bonne main. OK. J'imagine que comme dans toute bonne famille, il y a des herbes à ne pas mélanger ensemble. Oui, mais comme je disais tantôt, c'est parce qu'il y a des fines herbes qui prennent beaucoup trop d'expansion. Alors, ils vont prendre le contrôle de la boîte à fleurs. Alors, c'est préférable de les mettre en pleine terre. Alors, comme la menthe, la ciboulette, moi, je les mets en pleine terre. Et aussi, de les mettre dans un endroit près de où est-ce qu'on cuisine. Parce que bien souvent, on les met loin du jardin et on les utilise pas parce qu'ils sont trop loin. Alors, plantez-les proche de la galerie ou proche de notre barbecue. Là, si on a un petit endroit, cependant, il faut que ça soit au soleil. Des fines herbes au soleil. Et bien, tu veux ça se conserve comment, ça, exactement? Parce que j'imagine qu'à un moment donné, tu dois faire le tri. Si tu veux bien conserver tes fines herbes, tu
prends de quelle façon? Tu les congèles dans un sac en plastique? Oui, bien ou- ça, c'est une bonne question. Il y a plusieurs moyens de conserver nos fines herbes. Il y a les ligneuses qu'on peut faire simplement Mais quoi? sécher. Les ligneuses, les plantes comme le romarin, qu'on peut simplement suspendre dans un endroit pas trop éclairé, pas trop de lumière et pas trop chaude pendant 5 jours et ils vont être séchés. Ensuite, on peut les récupérer pour faire nos cuisines. Mais un truc que moi, j'aime beaucoup que je fais, c'est qu'on peut prendre nos fines herbes, comme la ciboulette et le persil, qui sont vraiment excellentes. On les coupe fines avec un petit couteau, bien sûr. Puis on peut les faire congeler, simplement les mettre dans notre petit compartiment à glaçons. On met une cuillère à table d'eau. On met ça au congélateur et chaque fois qu'on cuisine, on prend un petit glaçon puis on l'incorpore directement dans notre cuisine. De Alors, la portion voulue à ce moment-là. Exactement. Alors, c'est très pratique et c'est frais. Ça conserve beaucoup le goût. Alors, c'est utilisé pour la ciboulette et le persil. Bien, ça, surtout. les amis, c'est à retenir. Hein? Oui, des petits trucs. Tu nous parles de cette charmante plante ici. Écoute, je l'ai apporté l'ombre pour vous montrer justement qu'il faut les couper régulièrement justement pour ramifier du bas puis que la plante soit plus vigoureuse. OK. Mais ça, c'est une stevia. C'est une plante à sucre, alors qui remplace très bien le sucre. Quand on fait une bonne limonade pour les enfants, on met simplement des feuilles dans notre limonade et ça donne un goût vraiment sucré incroyable. Tu veux-tu y goûter? Tu vas être surprise. Je vais tester Ah pour oui, vous. tu vas être surprise. C'est très bon. Ben oui, c'est surprenant. C'est surprenant, hein? C'est vraiment sucré. Alors, dans la cuisine, quand on fait de la limonade ou même des petits cocktails d'été, là, C'est- un petit stevia. C'est assez sucré, par exemple. Hein? Oui, il ne faut pas en mettre trop, effectivement. C'est assez sucré. Ça remplace le sucre. Et tu me disais tout à l'heure, bon, mais si on veut éloigner les moustiques, un petit conseil qu'on peut donner à la maison, outre la citronnelle. Bien, il y a la citronnelle, il y a la ciboulette aussi qui peut éloigner les moustiques. Il y a la rue que j'ai apportée, attendez, qui est une fine herbe. Maintenant, je la cherche dans mes choses, là, qui éloigne les chats. Alors, Qui éloigne les chats. Qui éloigne les chats. Les fines herbes ont plein de vertus et thérapeutiques que peu connaissent, mais que c'est bien le fun. Même la basilic peut être utilisée quand on a une piqûre pour les insectes. Tu me parlais tantôt que tu faisais beaucoup piquer par les moustiques. On frotte met ça simple- sur on la- frotte ça sur notre piqûre, puis ça l'enlève la démangeaison. Bien, Fait merci que ça beaucoup, fait un Louise. plaisir. Ça a été très intéressant. On se voit la semaine prochaine. Merci beaucoup. Vous voyez Vahid Tejirian, le propriétaire du restaurant Ruby, ce restaurant libanais et arménien, en train de préparer nos assiettes. Il va même nous les amener à l'instant. C'est notre récompense, hein? Ça se prend bien. Notre petite voilà. douceur. On les a séparés, on a toutes les deux Oh. poulets et filets mignons. Voilà. Et c'est quoi que ça sent, attends? Ça sent les épices, Wow. le poulet, l'ail, Et là, tu nous as préparé, ici, ça, c'est un taboulé. un taboulet avec le hummus, c'est de pois chiches. Le baba ganoush, c'est de base d'aubergine. Ça, c'est quoi? C'est du yogourt? Ça, c'est de la sauce à l'ail, c'est de base de blanc d'œuf avec l'ail et de l'huile. Et des feuilles de vigne farcies avec du riz et des tomates et des oignons. Et les olives et les navets. Ça, c'est un festin, là. C'est pas Ben, un simple repas, c'est un absolument. festin. Et ça va avec une petite boisson avec de base de anis. C'est Ça de harak qu'on appelle, Ça hein? s'appelle de harak, c'est ça? Là, tu vas nous servir ça. C'est ça, exactement. On boit ça quand, le harak? Il y a une occasion particulière? Non, c'est comme du vin, de la bière. N'importe quand que vous avez le goût de l'anis, vous pouvez le On boire. déguste, là. C'est pas quelque chose qu'on prend. Non, c'est sec. comme un verre de scotch ou du vin. Tranquillement, on mange avec les grillades. C'est comme quoi? C'est du pastis ou du ricard, un peu, c'est la même chose? C'est ça, comme le ouzo, les Ah, OK. grecs. OK. Donc, On met l'alcool avant. Toi, t'en veux-tu pas mal ou... Oui, on va y aller mollo. OK. Hey, ça sent. Wow, ça sent bon. Et on met du lot après. Combien de pourcentage d'alcool dans cette. C'est un quart de l'eau et la glace dessus. Toi, tu veux savoir le Le pourcentage? pourcentage, c'est 53 d'alcool. J'allais pas te le dire, là. Fait que tu n'en prends Regardez, pas ça beaucoup. change le Vous couleur. pouvez être très généreux dans l'eau, Oui. hein? Oui. Attends, je vais te donner l'autre. Mettez donc un petit peu plus d'eau. Non, Valérie. parce que je veux mettre la glace, ça va Ah, bien. OK, ça se met avec la glace, ça. Ouais. Veux-tu y goûter quand même? Veux-tu Bien sûr nous que je dire vais goûter, tant qu'à faire? Alors, Vaï, si on va au restaurant Ruby, c'est les choses qu'on peut, C'est ça, qu'on peut manger. exactement. Tu fais-tu le service aux tables? Tu dois pas avoir le temps beaucoup. Sûr et certain. Ah ouais? Voilà. Toi, t'es-tu plus viande ou poulet? Bien, vraiment, en ce moment, je suis vraiment viande. T'es vraiment viande. Attends, ben, je vais Tu goûter. restes tendre. Je vais goûter Et au poulet. voilà. Vaï, il faut vraiment que je goûte à ça. Il faut que je fasse honneur.
Pardon, pendant que j'ai la bouche pleine. J'ai la bouche pleine aussi. Et bon appétit. C'est délicieux. Vraiment, hein? Alors, 3268 Saint-Martin-Ouest, à Laval, le restaurant Ruby. Merci, Vin. Merci, Teresa. Merci. Bon appétit. Merci beaucoup. Alors, voilà. J'ai un petit peu peur, hein, 53? Ouais, mais tu vas C'est presque ton âge, ça, hein? C'est chiant, finir ça de même. J'étais correct, moi. Ça allait bien, mes affaires. J'allais manger quelque chose, j'étais heureux. Il faut que tu me lances ça. Ben non, c'est OK. le mérite. Ben oui, je le sais. Allez, on fait un toast. Je t'en dois une, par exemple. Oui, tu m'en dois une. Voilà. Si vous avez des questions, vous voulez nous écrire, vous pouvez passer par notre page Facebook sur la terrasse. C'est fort, hein? Ou sinon, nous envoyer un courriel à info@tvrl.ca. Et puis, qu'est-ce qu'on vous souhaite? Bien, d'abord, de passer une très belle semaine jusqu'à notre prochaine émission. Et puis, surtout, de profiter de votre terrasse. C'est pas pour rien que je fais ça à la dernière seconde. Ça goûte la réglisse, hein? Ça goûte la réglisse? Ah, c'est bon. C'est délicieux. Merci. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, tout le monde. Et bon été.